Ça y est, on arrive sur la fin de l'arc Dressrosa, cet arc qui a duré plus de 2 ans avec un chapitre 790 que moi j'ai trouvé absolument génial. En plus, il y a eu quand même 2 semaines d'attente, donc la pression est encore plus haute, il ne devait pas se chier dessus. Et pour moi, il y a vraiment tout pour faire un chapitre de fin de combat absolument excellent. Premièrement, on a le stress tout au long du chapitre. On a un nouveau coup de Luffy. On a justement son one-shot final qui avait été promis. On a des flashbacks, on a des révélations. Bref, tout ce qu'on peut demander à un chapitre. En plus, on a un petit clin d'œil par rapport à la grosse annonce qu'il y a eu cette semaine par rapport à Ichiro Oda. Bref, je suis heureux et on va voir ça en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 790. Avant de parler en détail du chapitre, parce qu'il va y avoir plein de choses à dire, je sens encore que cette vidéo va durer plus de 30 minutes, je vais faire quelque chose par rapport à la première page, car pour moi c'est l'une des plus belles pages couleurs qu'on ait eues depuis que One Piece existe. Et pour moi, cette première page est un remerciement d'Ichiro Oda envers les fans du monde entier, justement pour le fait que One Piece est rentré dans le livre des records comme le manga le plus vendu au monde avec plus de 320 millions d'exemplaires vendus. C'est un truc absolument de dingue. Et encore, c'est pas encore terminé, ça va encore continuer, il va peut-être avoir plus tard des rééditions et tout ça. Donc c'est peut-être un truc de malade qui va se produire. Tout ça pour dire que ce dessin pour moi est justement un remerciement d'Ichiro Oda par rapport aux fans du monde entier, car tous les continents sont représentés, enfin tous les continents sont représentés, non, il manque l'Afrique malheureusement. D'ailleurs, une petite parenthèse, en parlant de l'Afrique, je tiens à remercier tous mes fans du Maghreb, du nord de l'Afrique, que ce soit du Maroc, de la Tunisie ou encore bien sûr de l'Algérie. Merci à vous de me suivre, de laisser des commentaires. Je vois par rapport à mon site, je vois qu'il y en a beaucoup qui viennent d'ici. En plus, vous êtes en pleine période de Ramadan. Je vous accompagne par rapport à tout ça. Ça, c'était bien sûr la petite parenthèse. Donc je reviens justement à tous les fans qui ont été représentés par rapport aux différents personnages de One Piece, de l'équipage Mugiwara. Et ça, on le voit, on va commencer par exemple par Luffy. Luffy qui est déguisé en samouraï, ça c'est japonais, c'est normal qu'il soit représenté comme ça, même si bien sûr tout le monde aurait vu Zoro plus en samouraï. Après, justement, Zoro, lui, il est en bavarois, on le voit par rapport à sa tenue. Et ça, on reprend le côté un petit peu alcoolique, parce qu'ils boivent, il y a la fête de la bière et tout ça, puis aussi par rapport à Zoro. Après, c'est Nami. Nami en américain. Là, j'aurais plus vu par exemple moi Frankie en américain, mais ça reprend un déguisement qu'elle avait eu une fois dans un dessin qui était en couleur, où on la voyait habillée en cow-boy blanc, et en plus pour moi les Américains c'est des voleurs, donc la chatte voleuse, ça correspond bien. Après nous avons Usopp. Usopp, lui, c'est en brésilien. Je pense que c'est peut-être par rapport à la coupe qu'il a. Ça m'a bien fait rire de le voir justement en brésilien ou brésilienne. Mais en même temps, on ne sait pas, parce qu'au Brésil, on sait bien qu'il n'y a que des travelots ou des joueurs de foot. Et comme Usopp ne joue pas au foot, bah voilà. Après, on a qui? On a Senji. Senji, bien sûr, la cuisine française en mousquetaire pour représenter la France. Ça, je suis plutôt content. Après, on a notre petit Chopper. Chopper, bah, le Rennes, le Canada, le Pays du Froid. En plus, oui, c'est vraiment le Pays du Froid, vu que j'y habite. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Nous avons Robin en danseuse des mille et une nuits, ou alors en indienne par rapport à Bollywood. Ça, j'ai pas encore trouvé, mais par contre, elle est absolument géniale. J'adore Robin, puis là, je la trouve super sexy. Après, nous avons bien sûr en Frankie en moine Shaolin ou en combattant, on le voit avec sa sorte de tresse. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi Frankie j'aurais plus vu en gros mécano, biker ou quoi que ce soit, avec des tatouages, des clés à molette. Et enfin bien sûr Brox en chanteur de rock anglais, peut-être même de punk. Ça me fait d'ailleurs penser au personnage, je sais pas si vous connaissez ce jeu de combat Darkstalker, où on avait justement un mort-vivant qui avait une guitare électrique et qui représentait aussi l'Angleterre. Donc là on a vraiment tous les continents, bien sûr, à part l'Afrique qui est représentée, et chacun va pouvoir un petit peu s'identifier aux différents personnages, et pour ça, je remercie Ichiro Oda. Comme je l'ai dit dans le chapitre, pour moi, c'est un putain de chapitre, une putain de finale au niveau du combat, car on a vraiment tout le stress au niveau
des pages qui défilent. C'est sûr qu'il y en a certains qui auraient préféré que ça soit beaucoup plus rapide. Il y en a qui disent 15 pages pour seulement un seul coup, c'est pas la peine. Moi, je préfère que ça s'étire et qu'on ait une sorte de stress et qu'on ait quelques petites révélations et beaucoup de symboliques. Ça, les symboliques, ça foison. On va en parler en détail à la fin de cette vidéo. Que le début de chapitre, Luffy qui arrive, qui fout une putain de mandale à Dofla, et Dofla se retrouve dans les vapes, et bim, après, il y a plusieurs trucs qui se passent. Non, là, moi, tel que je l'ai vécu, j'ai vraiment vécu le stress au long des pages. Quand il se reçoit les coups, je recevais les coups, je tournais, je voyais, j'avais autant la haine envers Dofla que Luffy par rapport au speech qu'il a eu, et au final, quand il monte et qu'il fout le putain de King Kong Punch, c'est un truc de malade, j'avais l'impression que j'étais à côté de lui, puis que j'étais avec lui, un peu comme quand dans Son Goku, il fait quand Son Goku est mort, et que après, par la pensée, il arrive juste à côté de Sangohan pour faire le final Kamea par rapport à Cell, où il est juste à côté par la pensée. Bah là, moi, j'étais juste à côté de Luffy par la pensée, pour lui envoyer ce putain de King Kong Punch dans la grosse face de malade de Dofla, un truc, j'ai vraiment tripé, rien que pour ça, c'était absolument génial. Le fait qu'il y ait le climax était beaucoup plus présent ici que dans le précédent chapitre où on avait eu le compte à rebours, les mecs qui arrêtaient pas de pousser, tout ça. Là, on est vraiment concentré sur ce chapitre. D'ailleurs, ce chapitre en animé, il va faire quoi? Il va faire allez, 10 minutes parce qu'il se passe pas grand chose, mais il s'est tellement détaillé au niveau des cases qu'on ressent toute la tension, toute la haine, et ça c'est vraiment excellent. En plus, par rapport à Doflamingo, on voit encore qu'il sous-estime à fond Luffy. Et justement qu'il fasse ça, moi ça m'a bien fait marrer, parce que je sais pas si vous vous rappelez des chapitres précédents, on est loin, quand il parle justement de Luffy, et il dit que Crocodile a fait l'erreur justement de sous-estimer l'équipage, et forcément Luffy. Et là, c'est exactement ce que Doflamingo y fait. Premièrement, il s'amuse déjà à le narguer en lui disant que il a plus d'énergie, qu'il arrive tout juste à tenir debout, qu'il sait même pas s'il a son acquis. Il lui fout une première attaque. Luffy esquive la scape, on le voit, l'attaque, on voit qu'il fait une sorte de pirouette, puis qu'il envoie les fils. Et au lieu que Dofla renvoie les fils encore une fois sur Luffy pour lui foutre vraiment la pression, voilà qu'il s'attaque à Rebecca. Et ça, je trouve ça complètement débile de la part de Doflamingo. Il avait vraiment les moyens de l'achever directement ici. En plus, on le voit après, quand il se prend les fils dans le bill et que ça commence à transpercer. S'il s'était pas amusé avec Rebecca, peut-être qu'encore une fois, il aurait pu avoir Luffy. Et justement, par rapport à Rebecca qui est toujours aussi conne, entre parenthèses, qui est la seule à appeler Luffy Lucci, putain, faut le temps qu'elle comprenne. En plus, il lui a dit dernièrement que c'était plus Lucci, que c'était Luffy qui va devenir le seigneur des pirates. Et ben non, cette connasse, faut toujours qu'elle dise Lucci. Et franchement, moi je trouve qu'elle mérite des baffes. Par contre, par rapport au fait comment elle a été sauvée par rapport à l'eau, ça c'est absolument génial. Parce que ça, je l'ai remarqué seulement qu'à la troisième lecture, à un moment, on voit on voit une case où on voit de loin avec les immeubles, et on voit des petits points noirs par rapport à Doflamingo, et justement en avant-plan on voit des petits points noirs qui sont justement l'eau, Rebecca et Violette, et ça donne déjà encore une fois la puissance qu'a encore en réserve l'eau, c'est à dire qu'on ne voit pas la room sur la bulle, donc la room doit être vraiment immense. En effet, il a une super vision sur le combat de Doflamingo par rapport à Luffy, et je trouve que c'est cette petite chose, encore une fois, c'est super bien amené. C'est des petits détails parce qu'il faut vraiment bien regarder l'image. D'ailleurs, je pense que je vais la même si j'ai des petits problèmes avec, parce que ça, c'est pas un truc qui saute aux yeux la première fois. Et justement, ça donne à une dimension épique, une dimension de grandeur à cette bataille absolument géniale. En plus, Doflamingo, encore une preuve qu'il sent qu'il va quand même gagner ce combat, c'est qu'il dit à l'eau, bah justement, t'es là, regarde ce qui va se passer, regarde comment je vais finir ce combat. Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit au préalable, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on voit, tous les décors, là on a vraiment une impression de combat de géants, de combat de titans entre eux. On voit que les dégâts, c'est par rapport à la ville entière. Et bien sûr, le King Kong Punch final,
où il y a la moitié de la ville qui se retrouve presque prise comme un sandwich et qui est explosée de partout. Là, je trouve qu'on est vraiment passé à un autre stade au niveau de One Piece. Là, on se rapproche franchement des combats qu'on peut voir dans Fairy Tail, dans Bleach, Naruto, ou même, bien sûr, la base qui était Dragon Ball, ou Dragon Ball Z plutôt, où on a vraiment des combats à une échelle vraiment dingue. Avant, on avait des cases qui étaient vraiment centrées sur les personnages, car tous les combats étaient à l'échelle, je dirais, humaine. C'est-à-dire que c'était beaucoup des coups au corps à corps, ou même quand c'était seulement Zoro qui faisait le combat, où là c'était vraiment de la grande taille, parce que c'était une coupe à distance par rapport à son katana, où il arrivait à projeter ses ondes de force. Quand vous voyez par exemple Senji, c'est toujours du combat à distance, pareil pour n'importe qui, Nami, Brox ou quoi que ce soit. Mais là, Luffy, on est vraiment à une étape au-dessus, c'est vraiment de la démesure et ça nous apporte un changement vraiment radical pour moi, pour le futur des combats au niveau au niveau de One Piece. On rentre vraiment dans une nouvelle ère et c'est justement à ça qu'a servi Dressrosa. On va arriver dans une autre ampleur au niveau des combats. On a trippé un max par rapport à Moria quand c'était de la démesure, aussi par rapport à Marineford car ça pétait dans tous les sens, ne serait-ce que le pouvoir de barbe blanche où il arrivait à péter carrément Marineford. Là vraiment, moi c'est ce que je pense, c'est ce qu'on va vraiment avoir dans le futur de One Piece, et le combat final qu'il va y avoir, ça va être un truc d'absolument gigantesque, et pour ça, le Gear 4 est une très très bonne évolution de Luffy. Ce Gear 4 justement qui est pour moi une très très bonne création. Sur la première fois que je l'ai vu, je sais plus c'était dans quel scan, je l'ai plus en mémoire, dans quel chapitre. Il m'avait semblé bizarre, il était gros, bedonnant, il rebondissait, je voyais pas beaucoup de puissance en lui. Et là maintenant, je trouve vraiment je me suis habitué au Gear 4 et je le trouve vraiment génial. Déjà au niveau du regard, on voit un Luffy qui est beaucoup plus sérieux. Là pareil, la façon dont il s'est transformé en Gear 4, il n'a pas soufflé dans son bras pour se grossir. On a l'impression qu'il s'est gonflé, c'est presque comme dans Dragon Ball où quand il se transforme en Super Saiyan, bam, là il se transforme en Gear 4. On voit en plus ce qu'il a fait par rapport au fil, ça fait très très bien de revoir justement Doflamingo utiliser cette technique des fils qu'il avait utilisé sur tout le monde, et justement encore une preuve que Doflamingo sous-estime le Luffy. On a vu que les fils, il le faisait par rapport à la population, par rapport aussi à certains combattants, mais les combattants du Colisée, ils n'étaient pas maintenus par les fils. La plupart des personnes gradées au niveau de la marine n'étaient pas pris par les fils, et là, il contrôle Luffy par les fils il pense franchement qu'il est affaibli et qu'il est capable de rien. Ça montre encore l'arrogance du personnage et comment encore il est barré dans sa tête et qu'il se sent supérieur au niveau symbolique pour lui. Les autres, c'est de la merde et lui, il est au-dessus de tout ça. Et ça, vraiment, c'est une très très grosse symbolique de la déchéance de Doflamingo qu'on va voir tout au long de ce chapitre. Alors voilà, on y est, on va enfin pouvoir parler de toutes les symboliques, de tous les messages présents dans ce chapitre 790. Déjà, au niveau du numéro, on sait bien que Ichiro Oda aime bien jouer avec les numéros de chapitres. C'est peut-être pour ça aussi que Dressrosa c'est autant, comment dire, c'est autant allongé, a été aussi long, c'est parce qu'il a voulu passer des moments clés vraiment à des chapitres avec un numéro spécial. On l'a vu par exemple par rapport au Gear 4 où les chiffres du chapitre correspondaient aussi à quand il a lancé pour la première fois son Gear 2. Et là au niveau de la fin de Doflamingo, parce que franchement on est dans la fin, la symbolique par rapport aux lunettes, on ne peut pas l'imaginer autrement, et bien ce chapitre c'est le 790, et rappelez-vous ce qui s'est passé dans le chapitre 690. 690 c'était quand l'eau coupe en deux Vergo, donc on a la défaite d'un grand boss qu'on s'appelle d'un arc, et c'est aussi à ce chapitre là qu'il annonce à Doflamingo que c'est la fin de son ère, que la nouvelle génération arrive et que lui est terminé. Et qu'est-ce qu'on a 100 chapitres pile poil après la défaite de Doflamingo et aussi sa déchéance, la fin de son ère. Et pour ça, c'est absolument génial. Une autre symbolique, déjà par rapport au titre. On voit que c'est paradis et terre. Donc on est vraiment le paradis
ce que représente Doflamingo par rapport à ce qu'il ressent de lui-même et aussi par rapport à ce qu'il était au début. C'est-à-dire que lui, c'était un dragon céleste, c'était considéré comme un dieu, pas Dieu au niveau d'avoir des pouvoirs divins, mais par rapport à leurs conditions d'intouchable et de pouvoir gérer et d'avoir un sentiment et un droit de vie ou de mort sur n'importe quelle personne en dessous d'eux. Et justement, la Terre c'est les personnes qui sont lambda, les personnes qui sont rampantes, les personnes qui normalement ne peuvent pas s'élever. Et là, c'est parfaitement représenté par les dits. C'est-à-dire que pour les dragons célestes, et ça c'est parfaitement montré dans le flashback qu'on a eu par rapport à Corazon, on le voit encore une fois à la fin du chapitre quand Law se rappelle justement de ce que lui avait dit Corazon, c'est-à-dire que les dits qui sont censés être des personnes lambda sont quand même craints par des dieux, et justement ce sont les ennemis entre guillemets héréditaires des dieux, et la chute des dieux sera faite par un dit. Là je reviens par rapport à une théorie que vous pouvez voir si vous suivez mes vidéos, une théorie que j'ai faite, et pour moi là on a encore un indice par rapport à ça, et ça dans la symbolique on ne peut pas mieux faire. Et comme je l'ai dit, Doflamingo se prend pour un dieu, et là on le voit vraiment par rapport à plusieurs choses. Premièrement, le fait que ça soit, comme j'ai dit, un descendant des dragons célestes, donc pour lui, il se sent supérieur à tout le monde, et il le dit dans son speech, il le dit, c'est à vous de mépriser votre lignée, car la seule chose dont vous êtes digne, c'est d'être commandé par un mec comme moi. En gros, c'est ce qu'il dit. Et en plus, par rapport à lignée, si la traduction est bien faite, il sait que Luffy est un dit, donc il parle peut-être de lui par rapport à la lignée des dits qui vont être massacrés par des mecs comme lui, c'est exactement ce qu'il peut-être veut dire. Ou encore, on va prendre le mot lignée en sens plus général, c'est-à-dire tous les humains, et là on reprend vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Doflamingo pense et il est sûr qu'il a un droit de vie ou de mort par rapport à tous les êtres vivants. Et c'est pour ça aussi qu'il dit que normalement il aurait dû rien faire, car toutes les personnes étaient contentes de vivre dans sa cage et d'être sa marionnette, car lui sait quelle personne doit faire quoi. Donc tel un dieu par rapport à la terre, quand il regarde puis il dit tiens telle personne va faire ça, telle personne va faire ça, tiens lui je lui fous un coup de foot dans sa gueule, lui va se prendre un accident d'avion ou quoi que ce soit, etc. Donc c'est comme ça que se voit parfaitement Dofla. On le voit aussi au niveau de ses attaques. Là on a vraiment vu le mot divin, ah je me rappelle plus le nom comment c'est exactement, mais c'est les fils divins. Après quand il veut lui foutre l'attaque finale, quand il est juste au dessus, c'est les 16 balles divines ou quoi que ce soit. Et en plus quand il voit que Luffy monte en l'air pour se foutre au-dessous de lui et pour lui foutre son attaque, lui il est en dessous et il dit putain garçon t'as vraiment des couilles. Entre parenthèses, merci à la Magic Fuck Team de faire de telles traductions, car vraiment même si, et parce qu'il lui dit t'as les couilles, on peut reconnaître que t'as les couilles de vouloir me combattre dans les airs, on ressent vraiment toute l'arrogance du personnage, et là il mâche pas ses mots, il a une haine envers Luffy, et pour lui Luffy c'est de la merde, et je trouve que c'est vraiment bien représenté par rapport à ce texte. Donc Doflamingo en tant que dieu, il juge que son domaine de prédilection au niveau du combat est l'air et l'élévation, c'est-à-dire qu'il combat mieux dans les airs que sur terre, et c'est ici justement qu'il va faire voir sa suprématie, je vais y arriver, par rapport à Luffy. Et c'est justement là le fait qu'il se prenne un coup et qu'il se sente supérieur, c'est-à-dire qu'il soit dans les airs, qu'il se prenne un coup et qu'il arrive vers le sol, là on voit concrètement la chute du personnage. Et c'est même encore pire parce qu'on va à un niveau carrément au-dessus, je dirais même un niveau carrément en dessous, c'est-à-dire que Doflamingo ne tombe pas au sol, c'est-à-dire que par rapport au coup, le King Kong Punch que fait Luffy, c'est-à-dire que la terre s'ouvre et Doflamingo tombe carrément dans les entrailles de la terre, et ça au niveau symbolique on ne peut pas faire mieux. Parce que pour moi, à travers cette chute et cette descente vraiment aux enfers, on revoit la chute de Doflamingo qui s'est déjà pris plusieurs fois. Premièrement, quand il était un dieu, il était avec son père, et son père a décidé justement de quitter Marijoa et de vivre comme un humain lambda, et vraiment dans une condition
de pauvreté vraiment extrême parmi les déchets. Donc là on a vu Doflamingo en tant que fils qui accompagne son père, on l'a vu d'un haut statut arriver à un niveau moins qu'un humain normal, c'est-à-dire vraiment en dessous. Là il vit vraiment, on le voit dans le flashback, il est dans une cabane, il est absolument en loc. Donc après il décide de tuer son père pour ramener son cadavre à Marijoa, donc il se relève une nouvelle fois pour atteindre les sommets, et là les mecs de Marijoa, même s'il a amené le cadavre de son père, ils le renvoient quand même au niveau du sol en le renvoyant dans la ville dans un état absolument déplorable. C'est ce qu'on voit dans le flashback justement avec Trebol. Donc là on a à nouveau une descente aux enfers par rapport à Doflamingo, et rappelez-vous aussi que quand t'as Trebol, Diamante, Pika et les autres qui sont au niveau du sol, il est sur un tas de détritus. Donc on voit encore une fois que Doflamingo veut s'élever, même étant gamin, il veut s'élever du tas de déchets pour atteindre un autre niveau. Et là, avec le coup de Luffy, c'est-à-dire le King Kong Punch, il se retrouve dans les sous-sols de Dressrosa. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les sous-sols de Dressrosa? Il y avait tous les jouets cachés, tous les combattants du Colisée qui étaient blessés et qui étaient totalement déchus. Donc encore une fois, au niveau de la symbolique, on voit Doflamingo qui était à un niveau top redescendre encore une fois à un niveau moins que rien. Et bien sûr, la fin, la plus belle des symboliques est au niveau des lunettes. Pour moi, les lunettes de Doflamingo correspondent au chapeau de Luffy ou encore au crochet de Crocodile. Ce sont des éléments emblématiques, c'est-à-dire tout au long des combats, ces objets qui normalement sont censés être fragiles, là on a un chapeau de paille, des lunettes. Pour ceux qui portent des lunettes, vous savez que les lunettes c'est quand même quelque chose de super fragile. Ils ont beau se prendre plein de coups dans la gueule, recevoir des dégâts incroyables au niveau de leurs vêtements, au niveau de leur gueule, c'est en sang, il y a des trous, et les lunettes et les chapeaux de Luffy restent toujours intacts. C'est-à-dire que là, s'il avait fallu montrer que Luffy avait perdu le combat sans montrer la personne, eh bien, on aurait vu que le chapeau de paille, par exemple, avec des trous et des taches de sang. Bah là, c'est exactement ce qui est montré par rapport à Doflamingo. C'est-à-dire qu'on a ces lunettes qui n'ont jamais eu une rayure, un pet ou quoi que ce soit. Là, ils sont littéralement détruites. Et pour moi, au niveau de la symbolique, ça montre que Doflamingo va passer à une étape après. Parce qu'il est absolument impossible que ce personnage crève. Il va se passer des trucs, donc le fait que les lunettes soient brisées, ça montre que le Doflamingo qu'on connaît va devenir quelque chose, et ça j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc là vraiment, il y avait des symboliques hyper importantes, et je trouve qu'il est quand même assez crucial de ne pas passer à côté pour pouvoir vraiment comprendre toute l'ampleur, tout le message peut-être que Ichiro Oda a voulu nous passer par rapport justement à l'univers de One Piece. Parce que encore une fois, Dressrosa, même s'il a été long, a eu une très grosse importance au niveau géopolitique par rapport au domaine du Nouveau Monde. Ça, je vais revenir encore une fois à la fin pour parler justement du futur de One Piece. Et à travers ça, on a eu pas mal d'informations, pas mal de symboliques, et ça a été d'autant plus vrai qu'il y a eu pas mal de speeches assez importants aussi tout au long de ce chapitre. Les speeches dans One Piece et l'arc Dressrosa, on en a eu vraiment pas mal, comme j'ai expliqué précédemment. Et là, Luffy, justement, il nous en fait encore un qui est vraiment pas mal. Il dit que c'est à cause Doflamingo n'aura qu'à... C'est-à-dire, il peut s'en vouloir qu'à lui-même d'avoir atteint un tel niveau et de recevoir la punition qu'il va le recevoir, parce que c'est lui qui a voulu manipuler tout le monde. C'est à cause de son ambition, c'est à cause de son envie, c'est à cause de sa démesure, de ce qu'il pense de lui-même qu'il en est arrivé à là, et il ne se rendait pas compte que même s'il se prend pour un dieu, il contrôlait vraiment tout. Et Luffy le dit que même lui n'avait pas le temps de respirer, parce que partout où il jetait son regard, il y avait une souffrance causée par Doflamingo. Et ça, c'est vraiment important. On est vraiment à un autre niveau que ce qui s'était passé par rapport à Alabasta. Là, Doflamingo avait vraiment opprimé toutes les personnes, et ça c'était quelque chose de dingue, et c'est vraiment ça qui a énervé Luffy. Là, j'ai parlé d'Alabasta parce qu'on l'a remarqué tout au long de Dressrosa.
les parallèles qu'il y a entre Alabasta et Dressrosa, il y en a plein. Premièrement, ne serait-ce que déjà par rapport aux boss qui sont Crocodile et aussi Dofla, par rapport à la pègre qu'ils voulaient mettre en place, mais c'est toujours à un niveau 1000 fois supérieur. C'est-à-dire que Crocodile avait mis sa pègre en place par rapport à l'univers autour d'Alabasta. Là, on a Doflamingo qui avait carrément mis ça au niveau du Nouveau Monde. Après, au niveau des fruits démons, l'utilisation des fruits démons était à un niveau sur Alabasta, c'est-à-dire qu'on avait des explosions, on avait des personnes qui augmentaient ou diminuaient leur poids, mais au niveau de Dressrosa, les explosions par rapport au mec, par rapport à Gladius, c'était vraiment phénoménal. Le poids par rapport à l'autre, c'était plus des kilos, c'était des tonnes, ne serait-ce aussi que par rapport aux différents personnages, et justement par rapport à la fin de Doflamingo et la symbolique par rapport à Luffy, elle est super importante. Rappelez-vous, oui j'ai dit beaucoup, rappelez-vous, à Alabasta, comment se termine le combat entre Crocodile et Luffy, c'est-à-dire que ça se passe dans le sous-sol d'un temple, Luffy fout la Gatling Gun et monte Crocodile carrément à l'extérieur, c'est-à-dire que toutes les personnes voient Crocodile propulsé en l'air et voit sa défaite et il atterrit au niveau du sol. C'est-à-dire que la population voit la déchéance de Crocodile et voit ce qu'il est devenu, mais par contre ne savent pas qui est la cause de cette déchéance. C'est-à-dire que Luffy reste dans le sous-sol et après le peuple ne sait pas que c'est grâce à lui qui est un pirate, que le monde d'Alabasta a pu être libéré. Là ici, sur Dressrosa, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que le combat, au lieu d'être dans les sous-sols, est carrément en haut, c'est-à-dire que c'est un combat qui est dans les airs et tout le monde, tout le peuple voit justement le combat entre Luffy et Doflamingo. Il y a le putain de coup, Doflamingo se retrouve carrément dans les sous-sols et pour moi je pense qu'il va se passer quelque chose peut-être, je veux pas que j'en parle toujours, je vais en parler après. Il va se passer quelque chose par rapport à Doflamingo et le peuple ne va pas savoir ce que va devenir Doflamingo, mais par contre connaît la personne qui a été responsable, qui a été la cause de la déchéance de Doflamingo, et c'est Luffy. Donc là c'est Luffy qui est mis en haut, qui est mis à la lumière, contrairement où avant Luffy était toujours dans l'ombre et faisait les trucs parce qu'il ne voulait pas justement être reconnu. Et là, il y a un parfait parallèle et il y a aussi une parfaite opposition entre la fin des deux boss et j'ai trouvé ça vraiment génial. Maintenant, on va parler des flashbacks. Il y en a deux, bravo. Il y en a deux qui étaient assez importants par rapport à l'eau et aussi Corazon. On revoit justement la notion de Di, que ce sont les ennemis héréditaires et que c'est eux qui vont sûrement causer la chute des dieux, la chute des dragons célestes. Ça c'est pas mal. Et après, on revient par rapport à Rayleigh et le Gear 4. Alors justement, Rayleigh, avec ce flashback, comment te triturer le cerveau, ça c'est un truc de dingue. Rayleigh, le but de Rayleigh, pour moi, c'était d'éduquer Luffy par rapport au Haki, c'est tout. C'est-à-dire qu'il lui montre le chemin, et ça va être à Luffy d'arpenter le chemin et de le découvrir par lui-même. C'est-à-dire que Rayleigh lui donne les indications et après, démerde-toi, fais ce que tu veux. Et pour moi, c'est parfaitement ce qui est montré dans ce flashback. Pareil, faut bien regarder Rayleigh par rapport à son attitude. À un moment, il est souriant, insouciant, et à un moment, il est sourieux. À un moment, il est sérieux. C'est-à-dire que à un moment, on le voit sourire et il dit putain, je suis étonné que tu sois encore vivant. Il dit ça en rigolant parce qu'il sait que Luffy a l'endurance nécessaire pour combattre justement les monstres qui sont sur cette île. Et Luffy, je pense que c'est lui qui a découvert lui-même tout seul le Gear 4. C'est-à-dire que Rayleigh lui a appris comment maîtriser le Haki et après il lui a peut-être donné des petites indications, mais c'est lui qui a découvert comment faire le Gear 4 et c'est justement ce que dit Luffy. On le voit avec des pansements, donc je pense qu'il a dû se mettre en Gear 4, il a dû blaster un monstre, mais il n'a pas dû le blaster en entier et il s'est pris plein de dégâts et après il est parti la queue entre les jambes comme on le voyait parfois dans l'OAV 2Y 3Y2 non 3D 2Y, un truc comme ça, je me rappelle plus. Décidément j'ai des problèmes avec ma mémoire. Enfin bref, donc
Et c'est justement ce que dit Luffy, c'est-à-dire qu'il dit ouais le King Kong Punch c'est bien mais moi je veux quelque chose de beaucoup plus gros, de trucs énormes. Et on voit encore l'insouciance de Luffy, c'est-à-dire que lui il veut des trucs qui pètent sa race. C'est-à-dire que lui il cherche pas à faire dans la dentelle, lui il veut des trucs qui massacrent. Et là on voit justement Rayleigh qui se tient le menton et il devient plus sérieux en disant ouais là au niveau de ton Gear 4 il va falloir qu'on aille vraiment au-dessus. Et justement je pense qu'il lui a dit avec ton Gear 4, tu as le Haki d'une certaine manière, donc si tu veux l'agrandir, pense peut-être à faire quelque chose avec ton Gear Croix, à essayer de mélanger. Il donne seulement des ficelles, arrête de dire des ficelles par rapport à Doflamingo, c'est pas mal ça. Donc il lui donne pour moi des ficelles, et c'est vraiment à Luffy de trouver comment se débrouiller pour atteindre un certain niveau. Et justement, le niveau atteint, c'est le King Kong Punch, une attaque absolument de malade. Encore une fois, Doflamingo pensait pouvoir le stopper avec sa toile d'araignée et on le voit que c'est complètement pulvérisé. Ça c'est vraiment dingue. En plus de ça, moi je pense que sur l'île il devait y avoir des bêtes mais vraiment avec une puissance phénoménale parce que à un moment dans les chapitres précédents Luffy dit à Crocodile de toute façon, j'ai ce moment où il avait son Gear 4 puis qui l'attaquait, il disait de toute façon, j'ai combattu des créatures dont tu n'imagines même pas la puissance. C'est-à-dire que même si Doflamingo a une certaine puissance, bon là il est vachement diminué, Luffy était sûr qu'avec son King Kong Punch, qu'il allait lui latter sa gueule, qu'il allait lui refaire la façade, parce qu'il a dû combattre des monstres qui étaient supérieurs à lui. Alors par contre, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y a des monstres plus balèze que Doflamingo sur l'île où Luffy s'entraînait. Je veux parler qu'au niveau puissance brute, c'est-à-dire au niveau des coups et peut-être aussi au niveau de l'endurance, il y avait des monstres qui étaient 1000 fois supérieurs, enfin 1000 fois non, peut-être pas, qui étaient supérieurs à Doflamingo. Par contre, Doflamingo a quelque chose que les monstres n'ont pas, l'intelligence. Ce mec-là, il a une intelligence de malade, il a une maîtrise de son fruit qui est absolument dingue. De toute façon, on l'a vu pendant le combat, quand justement Luffy se prend les attaques, et même malgré son haki, arrive à se faire transpercer et se fait carrément encastrer dans une montagne. Là, on reprend un petit peu ce que j'ai expliqué par rapport à Dragon Ball Z, c'est-à-dire un niveau de combat absolument titanesque où on voit pas la personne qui se fait encastrer, on voit seulement la montagne avec un gros boom, puis après on voit Luffy complètement out. Donc, sur l'île, il y a eu des créatures au niveau de la force brute supérieure à Doflamingo, mais ce qui fait la grande force de Doflamingo, c'est la maîtrise de son fruit et aussi son intelligence qui fait que même s'il a une force phénoménale, la maîtrise, une force phénoménale sans maîtrise, ça sert absolument à rien. C'est là où je vais un petit peu en revenir. Donc ça c'était par rapport justement au speech qu'on a de Rayleigh, qui était encore une fois, c'est une page, quelques petits trucs, mais qui sont pour moi super importants. Alors maintenant, ça y est, on est arrivé, c'est la fin. Doflamingo, pour moi il est out, je pense pas que Oda va quand même le faire relever, parce que s'il fait ça, là je pense que ce serait peut-être le truc de trop. Donc maintenant, deux solutions par rapport à l'avenir de Doflamingo. Premièrement, il se fait capturer par la marine ou le CP0. Le CP0 étant sous les ordres du gouvernement mondial et donc des dragons célestes. Et comme Doflamingo a un secret qui peut faire mal au niveau des dragons célestes, la solution, ça serait que le CP9 prenne Doflamingo et le tue tout simplement. Ils ne peuvent pas l'emprisonner à vie. On l'a vu avec Impel Down, des mecs peuvent s'évader et ça c'est dangereux. Donc la mort de Doflamingo va peut-être être faite par le CP9. Maintenant, l'autre option qu'on a, c'est Burgess. Burgess arrive à s'enfuir par rapport à Sabo, trouve Doflamingo, le prend avec lui et lui propose une alliance par rapport à Barbe Noire. Et donc, on aura un final de ouf à la fin de One Piece où Doflamingo revient et se venge. Et justement, c'est ce que je voulais parler justement par rapport aux lunettes, c'est-à-dire que Doflamingo n'aura plus ses lunettes et donc va devenir une nouvelle personne, peut-être aux ordres de Barbe Noire. Enfin, Doflamingo, vu comment il est intelligent, il va faire croire qu'il était aux ordres justement de Barbe Noire. Voilà, il va lui faire croire. Et on aura après un final avec un nouveau Doflamingo, peut-être des nouvelles lunettes, un masque ou quoi que ce soit. Bref, ça, je le vois venir. Notre père Sabo, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça,
on ne sait pas, va-t-elle peut-être que comme les révolutionnaires, il va peut-être partir en fougue en disant à Luffy salut frérot, je te surveille tout ce que tu fais et c'est sûr qu'on se reverra et je passerai toutes mes amitiés de ta part à ton père. Ça peut être excellent. On va peut-être enfin revoir Sanji, putain, le Senji, ça fait 2 ans qu'on t'a pas vu et tu commences sérieusement à me manquer. Et peut-être l'arrivée aussi d'un Kaidou vraiment énervé par rapport à ce qui se passe. Justement par rapport à Doflamingo ou encore par rapport à Big Mom. D'ailleurs, je vous réserve une petite théorie là-dessus, entre parenthèses. Ça peut être des trucs. De toute façon, on a le meilleur de One Piece qui va arriver, c'est-à-dire la fin de Dressrosa, avec comme à chaque fois des putains de révélations. On va peut-être avoir des révélations par rapport au Odi. En plus, on sait que les nains, ils connaissent un petit peu l'histoire par rapport à ce qui s'est passé il y a 800 ans. On va peut-être avoir l'arrivée de Jinbei avec la Poneglyph qui va peut-être apporter des révélations. Bref, on a encore 10 chapitres avant le 800, avant le mois de septembre et bien sûr l'arrivée du nouvel arc. Bref, ce chapitre, comme vous avez pu le voir pour moi, m'a vraiment marqué. C'est un putain de chapitre. Oui, j'aime bien ce mot putain, ça va être ma marque de fabrique. C'était vraiment génial, j'ai tripé à mort, je l'ai trouvé assez long, assez de tension. Il n'est pas non plus un top, mais il est quand même pas mal bon, j'ai bien tripé en le regardant. Voilà, cette critique analyse est maintenant terminée. Comme à chaque fois, merci de m'attendre, d'attendre le délai du week-end pour regarder cette vidéo parce que je ne peux pas faire avant. On a dépassé les 2100 membres de mon équipage, parce que maintenant vous n'êtes plus des abonnés, mais vous êtes carrément des membres de mon équipage, des Nakama. Donc plus de 2100 Nakama. Je ne vous ai pas oublié, normalement, la vidéo sur le concours est peut-être déjà sortie ou sortira après en fonction d'eux, mais c'est pour bientôt. Merci de me laisser autant de commentaires. Continuez à en parler autour de vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus grand sera ma visibilité. Et encore une fois, j'ai pour but de mettre en place, j'en parlerai plus tard mais je vous fais encore la petite annonce. Je suis en train de mettre en place un musée One Piece mobile que je veux l'emmener partout autour du monde, le présenter. Donc plus j'aurai des gens avec moi, plus j'aurai de l'importance par rapport à certaines personnes qui se diront putain lui s'il a autant de personnes c'est qu'il est peut-être intéressant par rapport à ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un très gros projet, je mets toute ma force dedans, je mets tout mon âme dedans. Pour moi c'est mon but. Luffy c'est devenir le seigneur des pirates, moi c'est de créer un musée One Piece qui sera un parfait hommage par rapport au travail d'Ichiro Oda. Donc voilà, des chapitres comme ça, moi ça me fout une énergie complètement folle. Je pense que vous avez dû le ressentir tout au long de la vidéo. Et vous êtes plusieurs à la partager. Merci. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!